Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'école du futur. Voici les titres du jour. On va commencer par prendre la direction de l'Amérique grâce au documentaire, chronique et reportage d'un certain monsieur qui s'appelle Arthur Genre. Vous le connaissez sans doute. On vous dresse son portrait dans un instant. Et puis elle a une idée derrière la tech. Jeanne Dreyfus est avec nous aujourd'hui en plateau. Bonjour Jeanne. Bonjour Philippine. Quel va être l'objet de votre chronique? Eh bien, je vais vous parler d'une association qui milite pour que l'art soit écologique. Ça s'appelle Call et elle a actuellement fait une exposition qui est à la Gaîté Lyrique à Paris, qui réunit 50 artistes. On y fait un petit tour tout à l'heure. Et l'écologie justement, Jeanne, vous allez voir, on va en parler dans un instant parce qu'on va vous parler d'une initiative qui invite étudiants et entreprises à imaginer justement les métiers de demain, à prendre les rênes de leur futur et de la transition écologique. Vous allez le voir, on en parle avec notre invitée. Elle est aujourd'hui en duplex avec nous, Élodie Binois. Bonjour, je suis ravie de vous recevoir dans l'émission. Bonjour, merci beaucoup de me recevoir. En effet, je suis ravie d'être là. Je vous en prie. Je rappelle que vous êtes, et j'annonce que vous êtes la fondatrice d'Ambition Transition, facilitatrice aussi, formatrice et chef de projet pour ce sujet, notamment transition écologique. Vous allez nous raconter tout ce que vous faites dans un instant, juste après le focus. Beaucoup l'ont découvert dans Quotidien sur TMC. Arthur Genre a lancé dès 2015 sa chaîne YouTube consacrée à l'histoire et à la culture américaine. Et vous allez voir, c'est une chaîne qui rencontre un franc succès avec plus de 140 000 abonnés. Son portrait avec Xavier Terrade aujourd'hui. Je me présente, je suis Arthur Genre et sur ma chaîne YouTube, je parle d'histoire et de culture américaine. Donc si ça vous intéresse, abonnez-vous et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Avant de se faire embaucher comme journaliste pour Quotidien sur TMC, Arthur Genre a étudié et travaillé entre 2018 et 2020 aux États-Unis. Une destination qui l'intéressait particulièrement, à tel point que dès 2015, le jeune homme a lancé sa chaîne YouTube consacrée à l'histoire des États-Unis et à sa culture. Une chaîne qui a 8 années plus tard, plus de 142 000 abonnés. Le jeune homme y avait donné notamment des clés pour mieux comprendre l'élection présidentielle américaine. Mais à chaque fois, les étrangers ont un petit peu de mal à comprendre le système américain. En 2016 par exemple, Hillary Clinton a perdu les élections alors qu'elle avait plus de voix que Donald Trump. Ça a laissé le monde un peu perplexe. Et pourtant, c'est tout simplement comme ça que fonctionne le système américain. Je vous explique tout. Après avoir débuté avec des vidéos d'un format allant de 15 à 30 minutes, Arthur Genre a plus récemment explosé les compteurs en offrant à ses fans des vidéos plus longues, entre 40 et 50 minutes. C'est notamment le cas de sa vidéo sur la mafia. Sa vraie histoire du parrain a été vue plus de 563 000 fois, son plus grand succès à ce jour. La mafia que l'on connaît aujourd'hui s'est développée en Sicile au milieu du 19e siècle, alors que la région était très instable politiquement suite à l'unification de l'Italie. À la base, c'était des sortes de milices privées engagées par les plus riches pour protéger leurs terres face aux nombreuses révoltes des paysans. La mafia sicilienne s'appelle la Cosa Nostra, notre chose ou ce qui est à nous, un nom que l'on ignorait encore à l'époque et que l'on va découvrir bien plus tard. MTV, Disney, le 11 septembre, les armes, mais aussi l'emblème du burger et le développement des fast-foods, rien ne lui échappe. Le fast-food a donc été une révolution qui raconte bien plus qu'une simple histoire de burger. C'est une institution qui a transformé la culture américaine, son économie et même ses paysages. Aujourd'hui, je vous raconte la folle histoire des fast-foods, un réel symbole des États-Unis pour lequel les Américains ressentent autant de fierté que de honte. Des contenus qu'Arthur Genre partage aussi parfois sur TikTok, mais dans un format beaucoup plus court. Allez, on rentre en France et on évoque un autre sujet tout aussi important. Quel est le rapport entre la nouvelle génération et le monde du travail, le monde professionnel? Quels sont aussi les nouveaux métiers de la transition écologique et quelles sont aussi les compétences nécessaires pour travailler justement dans ce domaine et dans ce secteur? Et bien, 3 questions qu'on va poser à notre invité tout de suite dans la première partie du talk. Et aujourd'hui, à nos côtés, en duplex pour en parler, Élodie Binois. Vous êtes donc la fondatrice d'Ambition Transition. Alors, je ne veux pas spoiler, Élodie, j'aimerais bien que vous nous présentiez, si ça ne vous dérange pas, justement, vos actions, l'ambition derrière Ambition Transition, avant de parler de ce qui s'est passé le 18 avril dernier. Est-ce que vous voulez bien nous en dire plus ? Oui, bien sûr. Alors, pour parler d'Ambition Transition, je pense que le mieux, c'est d'en revenir à sa genèse. La genèse d'Ambition Transition, ça a été des diplômés de l'enseignement supérieur qui se sont mis en contact. Donc ça, c'était en 2020-2021. On a commencé à discuter ensemble pour savoir comment on pouvait se mobiliser vis-à-vis de nos écoles respectives, de nos universités, pour les accompagner dans la transition écologique. Et tout ça nous a amené à nous rencontrer en septembre 2021. Au début, c'était juste pour faire connaître
connaissance. Certains d'entre nous avaient déjà monté des collectifs au niveau de leur école et certains souhaitaient monter des collectifs. Et voilà, c'était dans le but de discuter. Et finalement, en discutant, on s'est rendu compte qu'il y avait un certain nombre de personnes qui avaient déjà lancé des initiatives, dont des forums de recrutement pour mettre en avant des entreprises, des structures qui recrutent dans la transition écologique et qui sont souvent les grands oubliés des forums traditionnels qui sont proposés par nos écoles. Et on s'est dit, mince, c'est trop bête de démultiplier notre énergie comme ça. Autant organiser un forum tous ensemble et de mettre en avant une valeur qui nous est chère maintenant, c'est la coopération. Et envoyer un signal fort de montrer qu'ensemble, entre plusieurs écoles, plusieurs filières, on était capable de proposer un forum qui mette en avant les métiers de la transition écologique. Donc Ambition Transition est née au travers cette première action de mutualisation, on va dire. Et à la suite de ça, on a eu un assez fort succès sur cette première initiative et on a décidé de se constituer en association. Et aujourd'hui, notre association, elle a comme socle un mouvement intercollectif, donc qui a pour but d'aider à l'émergence de collectifs au niveau de l'enseignement supérieur, qui est des collectifs qui sont portés par des alumni, des diplômés de tout âge, qui accompagnent du coup leur école et on les aide à mutualiser des projets, donc comme le forum et aussi d'autres types de projets, et puis aussi à créer des ponts entre ces différents collectifs pour apporter des synergies. Et au-delà de ça, on a différents piliers sur lesquels on agit. Un pilier qui est en lien avec l'enseignement, du coup, comment justement concrètement accompagner la transformation de l'enseignement et des pratiques des écoles. Un autre pilier qui est en lien avec le partage de nouveaux imaginaires liés au travail. Donc le forum, en l'occurrence, s'insère là-dedans. C'est du coup s'interroger comment mettre ses compétences, ses envies au service de la transition écologique au travers de son engagement professionnel. Donc voilà, on agit sur plusieurs piliers. Effectivement, plein de choses que vous nous avez racontées. Merci beaucoup. C'est une parfaite introduction pour justement parler de ce qui s'est passé, Élodie, le 18 avril dernier. Vous avez commencé à l'évoquer, la 3e édition d'Ambition Transition qui a réuni à Paris des employeurs avec l'objectif de proposer, je crois, à peu près 500 offres d'emploi à des jeunes. Ce sont aujourd'hui, Élodie, des nouveaux métiers qui sont assez spécifiques à la transition écologique que vous leur proposez justement. Alors, des métiers qui peuvent être en effet spécifiques, mais pas que, parce qu'on part du principe que la transition écologique, elle va toucher un petit peu tous les secteurs. Donc nous, à travers le forum Ambition Transition qu'on organise aujourd'hui depuis 3 ans, donc là c'était la 3e édition, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de proposer des métiers, des jobs qui sont destinés en effet à des jeunes diplômés, mais pas que, parce qu'on propose aussi des stages et aussi des offres d'emploi qui sont destinées à des diplômés, des personnes qui sont déjà engagées au niveau professionnel depuis plusieurs années et qui cherchent à faire une reconversion ou vraiment à mettre leurs compétences au service de la transition écologique. Et du coup, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on identifie des structures qui sont parfois des organismes publics, des associations, des coopératives, aussi des entreprises privées qui agissent avec sincérité dans la transition écologique. Donc, c'est pas simple de vraiment identifier qui agit avec sincérité, mais du moins on essaye de le faire. Et en gros, c'est identifier quels sont les secteurs qui sont nécessaires à cette transition écologique. Et il y en a plein et ça touche énormément de secteurs. Et c'est au sein de ces secteurs, identifier les entreprises qui ont vraiment intégré les enjeux de la transition écologique, donc à la fois des enjeux environnementaux, mais aussi des enjeux sociaux, et qui agissent pour proposer des services, des produits qui vont véritablement entraîner un changement de trajectoire sociétale sur nos pratiques de production, de consommation. Donc voilà, donc on est vraiment sur tous les secteurs. Parfois des entreprises qui sont un petit peu plus insérées depuis un certain nombre d'années dans ces secteurs-là, et parfois aussi des entreprises qui sont toutes jeunes, des startups, des associations qui proposent des produits ou des services complètement innovants. Merci Élodie. Alors on parle effectivement depuis tout à l'heure des entreprises, mais vous agissez aussi au sein des établissements d'enseignement supérieur. Parce qu'on l'a dit, Ambition Transition, ça n'est pas qu'un forum. Vous l'avez dit, c'est une association qui regroupe à la fois des collectifs d'alumni, de l'enseignement supérieur, des élèves, des enseignants aussi, qui souhaitent faire bouger les lignes au sein d'une vingtaine de grandes écoles et universités. Comment vous vous y prenez concrètement ?
Alors concrètement, comme je l'ai dit en introduction, on le fait à travers les collectifs. Nous, notre particularité, parce qu'il y en a plein des initiatives qui essayent d'accompagner cette transformation de l'enseignement supérieur. Il y a notamment Pour un réveil écologique, il y a Enseignants de la transition, vraiment il y a une pluralité d'acteurs. Nous, notre spécificité, c'est qu'on est des diplômés. Donc c'est notre levier d'action. On se constitue en collectif et ce sont des collectifs qui sont formés à la fois de diplômés et parfois on a aussi des étudiants qui se joignent à nous et c'est d'autant plus riche. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va être à la fois en contact avec l'administration, en contact avec les étudiants, en contact avec les enseignants et un petit peu c'est du sur-mesure, on va dire. C'est qu'on va essayer d'accompagner au mieux les réflexions, apporter des outils, organiser des événements, essayer de fédérer, essayer d'instaurer du dialogue dans parfois des institutions, des structures qui déroulent depuis un certain nombre d'années et qui ne prennent pas le temps de se dire « Ok, stop, là, on a besoin d'être formé, on a besoin de se poser les bonnes questions, on a besoin de développer aussi un esprit critique par rapport à ce qui est en train de se faire au niveau des cours, au niveau des partenariats, au niveau de tout plein de choses. » Donc, nous, on essaye d'apporter aussi cette vision qu'on a du fait d'être passé par ces écoles-là, de nous être nous-mêmes formés aux enjeux de la transition écologique par nos propres moyens, très souvent, et aussi d'avoir un certain nombre d'années d'expérience professionnelle qui nous offrent ce regard et cet apport qu'on peut donner aux écoles en leur disant voilà, moi j'ai travaillé dans ce secteur, j'ai constaté qu'on avait besoin de ces nouvelles compétences, qu'il se trouve qu'aujourd'hui les étudiants ne sont pas formés et n'ont pas ces compétences. Comment on peut faire ensemble pour transformer tout ça? Justement, Élodie, est-ce que ça veut dire qu'il faut réformer les programmes universitaires notamment? Oui, il faut réformer les programmes. En effet, il y a énormément d'enjeux autour de ça. C'est à la fois apporter un socle de connaissances autour des enjeux sociaux et environnementaux. Donc, c'est tout simplement aussi apporter des constats physiques, notamment liés au climat, à la biodiversité, en comprendre les conséquences et comprendre aussi quelles en sont les causes anthropiques. Quel est le rôle de l'homme dans tout ça, ce qui va permettre déjà d'avoir un socle commun sur une compréhension du monde. Et au-delà de ça, c'est s'intéresser à toutes les filières, à tous les cours et se demander comment on peut apporter des clés de compréhension et des compétences nouvelles dans des filières d'ingénieurs, sur des compétences en marketing, en management, en finance. Et ça va aller aussi sur la formation des enseignants actuels et sur de nouvelles techniques pédagogiques. Donc, c'est aller chercher de nouvelles études de cas, raconter de nouvelles histoires, expliquer, faire réfléchir d'une manière différente les étudiants sur ces métiers-là, sur ces filières-là. Et aussi se mettre dans une posture qui va être plus une posture d'animateur que d'enseignant. Il y a vraiment une tendance aujourd'hui d'expérimenter de nouvelles formes pédagogiques, c'est-à-dire de moins être dans du discours théorique et descendant, mais vraiment être dans une posture de réflexion sur OK, quel est le contexte actuel, qu'est-ce que ça réveille en moi et comment je peux expérimenter de nouvelles choses et comment je peux me poser de bonnes questions. Donc aussi bien les étudiants que les enseignants ont beaucoup à apprendre sur ces sujets-là et on encourage beaucoup une posture de conversation et d'expérimentation qui va se faire dans les deux sens. Merci beaucoup en tout cas Élodie, je vous propose de continuer à en parler dans un instant, de voir aussi comment tous ces changements, ces bouleversements impactent la société dans un instant. D'abord, on va faire un petit tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est le Zap et c'est l'œil de Jean Martineau.
Et on est de retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invitée en duplex aujourd'hui, Élodie Binois, la fondatrice d'Ambition Transition. Élodie, juste avant de reprendre nos échanges, si vous le voulez bien, évidemment, on va passer à la chronique de Jeanne Dreyfus, qui a une idée derrière la tech. Jeanne, vous revenez de la Gaîté Lyrique à Paris, où il y a eu une exposition d'œuvres qui ont toutes pour point commun de travailler et d'interroger justement ce sujet de changement climatique. Absolument. Quelle est l'utilité de la culture dans la lutte contre le réchauffement climatique? C'est en sous-titre la question que pose une exposition organisée donc à la Gaîté Lyrique par le collectif COL, C-O-A-L. COL, c'est quoi? C'est une association créée en 2008 qui met des professionnels de la culture et des professionnels du climat dans un bocal qui remue et qui voit ce qui se passe. Alors, ce qui se passe, que ça produit, eh bien, c'est un prix qui récompense des projets artistiques novateurs sur le plan écologique, des actions menées dans toute l'Europe et une exposition à la Gaîté Lyrique. Donc, avec plus de 50 artistes autour, qui retracent 15 ans d'art et d'écologie. Alors, Jeanne, comment l'art peut-il lutter contre le réchauffement climatique? Eh bien, c'est donc la question, en participant notamment à la prise de conscience. Alors, celle du danger climatique, vous me répondrez, ça fait quand même déjà quelques temps qu'on l'a, mais il y a d'autres phénomènes qui sont moins visibles et que les artistes veulent matérialiser. Alors, l'une d'entre eux, Anaïs Tondeur, eh bien, elle a par exemple cartographié les flux de noir de carbone un peu dans le monde, partout. Qu'est-ce que c'est le noir de carbone? C'est une des particules fines, fameuses de l'atmosphère, rappelons, qui sont la cause de plus de 3,5 millions de morts annuelles selon les rapports de l'OMS. L'artiste a donc suivi ces particules transportées par le vent. Elle a documenté son trajet par des photographies imprimées à base du noir de carbone récolté sur place. La boucle est bouclée, ça donne des noirs hyper profonds et nos polluants bien concrets. Et qui résonne aussi avec le nom de l'association COL. Effectivement, c'est des artistes qui rendent visibles. Donc, est-ce qu'on rencontre d'autres approches? Alors, il y a ceux qui rendent visibles, il y a ceux qui se font gardiens de la mémoire, de la biodiversité, par exemple, et qui est menacée par les accidents écologiques, notamment les marées noires. Donc, un artiste qui s'appelle Brandon Ballanger, lui, a collecté des spécimens décimés par la catastrophe pétrolière de Deepwater. Vous vous souvenez, c'était cet incendie pétrolier qui avait eu lieu en 2010 au large du Mexique, la plus grande marée noire jamais connue, avec plus de 700 millions de litres de pétrole dans l'océan. Ça fait beaucoup. Dans l'exposition, on avait vu sur la photo précédente une petite crevette aveugle qu'il avait donc collectée avec l'aide de la population locale du Mexique, parce que souvent, en fait, ces projets soutenus par COL, ils sont le fruit d'un travail de longue haleine fait en collaboration avec les populations locales qui sont touchées par nos activités humaines. Alors, Jeanne, vous nous parlez ici de plus de 15 ans d'art et d'écologie, mais ça fait quand même plus longtemps que les artistes travaillent à la fois avec la nature comme matière première ou comme sujet de leurs œuvres, non? Ça fait un bail. Ça fait un bail. Voilà. Pas tant que ça. Ça fait depuis les années 60, en fait. Notamment avec ce qu'on appelle le land art. Ce mouvement qui a été particulièrement représenté par une œuvre qui s'appelle Spirale Getty. C'est une spirale de 450 mètres faite en basalte et en cristaux de celte, située dans l'Utah aux États-Unis et qui, à cause des différences de niveau de l'eau, a disparu pendant 30 ans pour ensuite réapparaître. Son créateur, il s'appelle Robert Smithson, un artiste américain, et lui, il s'intéressait énormément à l'entropie. L'entropie, c'est le principe de dissipation de l'énergie que Einstein considérait comme la loi la plus universelle et qui mène, selon Einstein, à la destruction inéluctable de l'univers. Bref, l'entropie. Ce qui est sûr, c'est que le concept est absolument d'actualité aujourd'hui. Oui, et puis ça laisse pas beaucoup d'espoir non plus, non? Ah, si, ça laisse de l'espoir. Parce que quoi, Philippine? Parce qu'il y a la technologie qui nous sauvera ou nous anéantira. On ne sait pas bien. En tout cas, je finirai avec une œuvre, une œuvre d'une artiste qui a été nominée pour le prix COL l'année dernière, qui s'appelle AI in the Sky. Ce qu'on voit dans cette œuvre, en fait, c'est une vue de drone envoyée par l'artiste Laura Cinti au-dessus d'une forêt en Afrique du Sud, à la recherche, donc, ce drone d'une plante endémique qui s'appelle le cycadewood, dont seuls quelques espaces mâles clonés subsistent dans des jardins botaniques autour du monde. Le but de la mission, retrouver la femelle grâce à l'intelligence artificielle et à ce drone entraîné pour faire renaître donc le cycle naturel
de la plante. J'ai contacté l'artiste pour savoir où ça en était, si on avait trouvé la femelle. J'attends de ces nouvelles. L'expo, en tout cas, est visible à la Gaîté Lyrique jusqu'en juin. Donc, si ça vous intéresse, eh bien, courez-y. On va y aller. Et puis, suspense, du coup, pour la réponse de l'artiste. Vous revenez nous en parler avec... Je reviens vers vous à propos de la femelle Cicadwood. Bon, génial. Merci beaucoup, Jeanne Dreyfus. Et nous, on lance tout de suite la deuxième partie du talk. Et on continue de parler justement climat et transition écologique. Transition aussi vers une nouvelle société et un nouveau monde professionnel. Peut-être avec notre invitée en duplex aujourd'hui. Elle s'appelle Élodie Binois. Vous êtes toujours avec nous et vous êtes toujours aussi la fondatrice d'Ambition Transition. Vous nous avez parlé donc de ce que vous faites avec Ambition Transition dans la première partie du talk. Ce que ça me laisse à penser, c'est qu'on a l'impression, quand je vous écoute, qu'il faudrait presque inventer un nouveau modèle de société qui convient à la fois à ces enjeux de transition écologique dont vous avez parlé toutes les deux, mais aussi aux nouveaux enjeux qui sont attendus par la nouvelle génération. Qu'est-ce que vous en pensez ? En effet, il faut et c'est nécessaire de créer un nouveau projet de société alors moi, j'aime bien rappeler qu'on ne parle pas seulement d'une génération climat et que c'est pas seulement les jeunes qui souhaitent qu'on pivote au niveau de cette société, mais et vis-à-vis de ces enjeux, mais c'est un ensemble de citoyens qui vont des plus jeunes à parfois les plus âgés qui se mobilisent sur ces sujets-là. Et nous, c'est vraiment la particularité au niveau d'Ambition Transition, c'est qu'on regroupe des personnes qui vont de 25 ans à des profils plus âgés, 50, 60 ans, qui se mobilisent sur ces sujets-là. Et donc, ce qu'on souhaite en effet proposer, c'est une réflexion assez profonde, et c'est super intéressant, la chronique juste avant sur l'art, c'est d'aller interroger des fondamentaux dans notre société et des imaginaires. Qu'est-ce que c'est la réussite ? Qu'est-ce que c'est... faire carrière, etc. Et c'est ce qu'on propose aussi au travers de notre forum, qui est un des événements phares de l'association. On propose une expérience immersive dans la transition écologique, et on le fait notamment à travers l'art, à travers des artistes qui viennent réinterroger notre relation au vivant, notre relation à la société, des choses qui sont très ancrées en nous et qu'il est nécessaire de venir réinterroger pour pouvoir se poser les bonnes questions. Quelle est notre relation au bonheur ? Quelle est notre relation au temps ? Quel sens on veut donner à toutes ces heures qu'on va passer à travailler dans notre vie ? On va potentiellement travailler 70 000 heures au cours de toute notre vie. Donc, qu'est-ce que j'en fais de tout ça ? Est-ce que j'ai envie d'être constamment derrière un ordinateur et de travailler sur un métier, des objectifs qui pour moi ne font pas vraiment sens ? Et d'ailleurs, moi, c'est ce qui a fait que j'ai fait une reconversion professionnelle, parce que j'ai travaillé pendant 8 ans derrière un ordinateur à pas trouver du sens à ce que je faisais. D'ailleurs, c'est une des premières tables rondes qu'on a organisées au sein d'Ambition Transition. C'était sur les bullshit jobs, crise de sens ou crise d'imaginaire. Et c'était en effet se poser ces questions-là. De comment s'épanouir au cours de toute notre vie et de comment contribuer à un projet de société qui soit vertueux, qui permette d'avoir davantage de justice sociale, de respecter le vivant, la biodiversité, le changement climatique qui est en cours et qui va nous affecter. Et donc, en effet, ça touche les jeunes générations qui sont aujourd'hui en école, qui sont aujourd'hui une partie en train de se mobiliser sur ces sujets-là, mais il faut savoir que ce n'est pas l'entièreté des étudiants qui se mobilisent. Donc ça, c'est un énorme enjeu aussi, en fait, de se dire qu'il y a certains étudiants et jeunes diplômés qui sont très, très acteurs de cette transition écologique, mais il y en a plein d'autres à embarquer là-dedans, et que là, on s'adresse spécifiquement à l'enseignement supérieur. Mais en vrai, il faudrait aussi se poser des questions en amont sur le collège, le lycée, de comment on sensibilise et comment on amène à mettre chacun ses talents, ses appétences, ses compétences au service d'un projet qui nous parle et qui sert un projet de société qui soit vertueux. Donc ça vient interroger énormément de choses. Ça nous amène aussi à se poser des questions sur est-ce que j'ai envie d'être un entrepreneur ? Est-ce que j'ai envie de transformer les entreprises depuis l'intérieur ? Est-ce que j'ai envie de mettre les mains dans la terre et puis de temps en temps aussi faire de la gestion de projet ? Est-ce que j'ai envie de travailler pour une association, pour une coopérative, pour le secteur public ? Enfin voilà, les réponses, elles ne sont pas toutes simples et malheureusement aujourd'hui, quand on sort de ces grandes écoles, on est souvent drivé vers un chemin qui est déjà tout tracé, tout fait, et nous on vient réinterroger chacune des étapes de ce cheminement pour que tout le monde finalement se sente bien déjà, chacun individuellement, et que tout ça permette de servir à un projet collectif.
Alors justement, Élodie, on va parler de ce collectif. On a parlé aussi de ce forum que vous avez lancé et dont vous nous avez parlé en première partie du talk. C'est une génération, la nouvelle génération en tout cas, qui arrive sur le marché du travail et celle qui va la recruter, notamment lors de vos événements et forums par exemple. Est-ce que ce sont justement deux générations qui aujourd'hui savent se parler? Vous avez parlé de cette nouvelle génération qui, pas tous, mais de plus en plus, ne considère plus le CDI comme le Graal, a de plus en plus envie de monter son entreprise, avoir un impact, être en quête de sens dans son métier. Comment vous voyez ces deux générations, peut-être la vôtre et celle de vos parents, échanger au sein d'une entreprise dans le cadre professionnel? Alors, parfois, c'est extrêmement fluide, parfois, c'est extrêmement compliqué. Le rapport de ces deux générations, vraiment, ça dépend de la sensibilité des uns et des autres et du niveau d'engagement. Alors, on organise en effet notre forum. Alors, la relation se fait très facilement au sein du Forum Ambition Transition parce que justement, c'est des entreprises qui sont vraiment dans une démarche très sincère soit elles sont en train de pivoter au niveau du business model, de leur modèle économique pour le mettre en adéquation vis-à-vis de ces enjeux-là. Donc il y a vraiment une démarche qui facilite l'accueil de personnes engagées et de valoriser leurs idées, leurs compétences et tout ce qu'elles ont à proposer. Et puis à côté de ça, il y a aussi les enjeux qui sont liés, et ça sort un petit peu là du scope d'Ambition Transition, mais c'est de transformer les entreprises de l'intérieur. Et là aussi, les étudiants qui arrivent sur le marché du travail aujourd'hui ont un rôle à jouer. Certains, ceux qui ont envie de le faire, parce que certains vont pas avoir envie de le faire. Ils vont avoir envie de proposer vraiment déjà des solutions ou des produits, des choses qui sont déjà dans une projection d'un nouveau modèle. Par contre, en effet, il y en a qui ont le courage, qui ont l'appétence, qui ont envie d'accompagner des entreprises en interne. Et là, ça se fait de manière plus ou moins facile. Alors, moi, dans une partie de mes activités, alors là, professionnelles, parce qu'Ambition Transition, c'est du bénévolat, comme toutes les autres personnes qui sont embarquées dans cette association. Je fais de la sensibilisation en entreprise. Et ça se fait plus ou moins facilement, c'est-à-dire qu'on va proposer des ateliers de sensibilisation pour embarquer les dirigeants, les collaborateurs dans une conscience de ce qui est en train de se passer et leur donner des clés de réflexion, un début de réflexion sur ce qui pourrait se mettre en place au sein de l'entreprise. Et ça, comme je le disais, ça va dépendre de est-ce que la direction est embarquée dans ces sujets-là? Est-ce que la direction est prête à accueillir de nouvelles réflexions et aller parfois en profondeur sur sa chaîne de valeur et se poser les questions, entamer un bilan carbone, etc. Donc, j'ai envie de dire, il y a un peu tout qui est possible. Ça dépend aussi de la volonté de ces jeunes diplômés qui arrivent dans les entreprises de vraiment faire bouger les choses parce que faut savoir qu'il faut aussi beaucoup de courage quand on s'embarque dans ce cheminement-là et qu'en face, on a des murs, des personnes qui ne sont pas forcément réceptives au départ. Donc, c'est oser proposer, c'est voilà, de pouvoir proposer des différents outils, différentes manières de faire auprès des collaborateurs. Et ça, ça implique en effet la direction. Merci beaucoup. En tout cas, effectivement, il y a plein de sujets dont vous nous avez parlé et on comprend que vous êtes très engagés justement sur ces sujets de nouveaux métiers, aussi nouvelles sociétés et puis transition écologique. Merci infiniment d'avoir été parmi nous aujourd'hui sur le plateau de l'École du Futur en duplex. On a été ravis de vous recevoir et de parler de tous ces sujets avec vous. Merci aussi à vous, Jeanne Dreyfus, pour cette chronique qui était complètement en lien avec effectivement le sujet, comme toujours, comme souvent. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis et puis nous on se retrouve comme tous les jours dès demain à 12h30 sur School TV. D'ici là, passez une très bonne journée.